parce que le phosphate... et donc, à partir du moment où vous avez des gens qui ne peuvent pas payer les engrais, ils n'ont plus des cultures suffisantes pour nourrir leur population. Donc, on est quand même dans quelque chose Et puis, il y a l'argumentation, il y a l'économie, voilà. Et pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, on a fait une étude de cas sur de la collecte d'urine, sur des urinoirs secs, parce qu'il y a déjà des urinoirs secs qui existent à droite à gauche en France. Si on collectait cette urine issue d'urinoir sec dans une cuve et qu'on la mettait sur un champ pas très loin, on a fait une étude de cas, ça divise par 3 les émissions de gaz à effet de serre par rapport au système actuellement en place, et ça divise aussi les quantités d'énergie consommées. Et économiquement, c'est pas nécessairement rentable aujourd'hui de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Mais pour demain, si on commence à intégrer les coûts du changement climatique, une solution qui divise par 3 les émissions de gaz à effet de serre, elle finira peut-être aussi ou en tout cas dans une niche. J'arrête de parler. Circulaire. C'est une très bonne introduction parce que moi je suis pas du tout d'accord avec Emmanuel. Je vais montrer en quoi le déchet c'est une source de valeur ajoutée et que ça devrait même pas exister. En fait, un déchet c'est juste une ressource au mauvais endroit. Et du coup, j'en profite juste pour avoir une idée pour qui la notion d'économie circulaire est très claire. Est-ce que vous pouvez lever là? Bon, bah, super, génial. Du coup, est-ce que je peux te... Je fais si. Alors en fait, avant de parler d'économie circulaire, pour bien comprendre ce modèle économique, justement, qui considère le déchet comme une ressource, il faut partir du modèle économique actuel, qui est issu de la révolution industrielle, qui est dit linéaire. Linéaire pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on prend des ressources, on les consomme et on les jette. Il y a une double problématique, c'est qu'il y a d'un côté de moins en moins de ressources. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Global Overshoot Date, ça vous dit quelque chose? C'est le jour du dépassement, c'est-à-dire c'est le jour dans l'année où on a consommé l'ensemble des stocks de ressources naturelles sur notre planète. Chaque année, le jour arrive plus tôt. Là, en 2016, le 8 août, on avait consommé l'ensemble du stock de ressources naturelles sur la planète, donc ça fait qu'on consomme aujourd'hui une planète et demie, plus ou moins. Et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Est-ce que vous, voilà, là pour interagir, est-ce que vous avez une notion de quand on n'a plus d'or, plus ou moins, dans la Terre? Dans combien d'années? Qui dit dans 100 ans? L'épuisement des mines d'or. Des matériaux. 20 ans, 50? Bah, plus ou moins dans 7 ans, il n'y a plus d'or dans la Terre. Dans 35 ans, on n'a plus de cuivre. Dans 70 ans, on n'a plus de métaux. Donc, concrètement, on a de moins en moins de ressources. Et de l'autre côté, il y a la production exponentielle de déchets avec les impacts que ça a sur l'environnement. Évidemment, l'impact que ça a au niveau social. Je pense que tu pourras en parler mieux que moi. Mais il y a une étude qui a été menée par l'ONU. L'impact des déchets dans les pays émergents, c'est 3,5 millions de morts chaque année, liés aux épidémies, liés aux déchets. Puis l'impact économique dont tu parlais, juste nous, avant de se focaliser sur l'économie circulaire, on s'était spécialisé sur les déchets marins. Et donc les déchets marins, pour l'industrie du tourisme et l'industrie de la pêche, par an, c'est 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars, c'est le PIB du Sénégal. Donc c'est énorme. Mais, donc ça c'est l'économie circulaire. Aujourd'hui, on a une solution pour répondre à ton constat, c'est l'économie circulaire qui considère le déchet comme une ressource et qui va permettre de les valoriser et de créer un revenu à partir de ces déchets tout en créant un impact positif. Donc dans l'économie circulaire, de façon très simple, c'est comment utiliser intelligemment les ressources pour vivre dans un monde sans déchets. Donc en gros, un des principes fondamentaux de l'économie circulaire, c'est en amont comment je vais designer un produit, que ce soit une maison, que ce soit une table, que ce soit mes vêtements, pour qu'à la fin de son cycle de vie, il puisse être réutilisé, réparé ou retourné à la terre sans avoir des impacts négatifs, voire en ayant un impact positif. Donc là, il y a deux cycles. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la matière organique. Donc là, on parlait de matière fécale ou de déchets organiques qui, eux, dans le cadre de l'économie circulaire, doivent revenir à la terre ou peuvent être valorisés en termes d'énergie, de compost, et les matériaux non organiques qui vont être revalorisés soit en étant réparés, recyclés ou tout simplement réutilisés. Sachant que le recyclage, c'est le mauvais élève de l'économie circulaire parce que pour le recyclage, il faut énormément d'eau, il faut énormément d'énergie. Donc au final, quand vous recyclez, vous pouvez avoir un impact environnemental négatif. Juste pour donner deux exemples très concrets, parce qu'on parlait de matière fécale tout à l'heure, dans l'économie circulaire, le pipi et le caca, ça a de la valeur ajoutée et vous pouvez en générer des revenus. Il y a un festival au Danemark qui récupère le pipi de tous les festivaliers,
et qui en fait de la bière, qui est revendue ensuite à un prix qui permet de générer du profit. En Angleterre, vous avez le Poubus qui fait Basse Londres et qui fonctionne uniquement aux matières fécales des gens qui prennent ce bus. Donc voilà, vous économisez le coût de combustible fossile. Donc c'est un peu ça le principe de l'économie circulaire. Mais peut-être tu peux parler, parce que là je ne sais pas quelles sont les attentes, mais on est un petit peu théorique. Peut-être tu peux illustrer tes propos avec des choses un peu plus concrètes. Exactement. On était dans le pipi de caca, les toilettes, etc. Là on est un peu dans le concept. Peut-être on est un peu. Voilà. Ouais, juste sur la slide d'avant. À votre avis, pourquoi je vous montre cette slide-là avant d'entrer dans les exemples très concrets? Est-ce que vous avez une idée? Ouais. Il y a les licornes qui peuvent apparaître. En fait, c'est le modèle d'économie circulaire le plus avancé. Dans la nature, il n'y a aucun déchet. Tout se transforme et tout est utilisé comme valeur ajoutée. Donc voilà, c'est juste. Et je vais vous présenter un exemple après de biomimétisme, c'est comment on s'inspire de la nature pour produire un effet positif au sein de l'entreprise. Je vais vous présenter trois exemples d'économie circulaire très concrètes. Alors, je pense que vous pouvez lever la main dans la salle ceux qui ont des smartphones. Okay. Très bien. Aujourd'hui, dans un smartphone, il y a environ 7% des pièces qui sont recyclées. Et on a un gros problème, la durée de vie d'un smartphone, on va dire il y a une dizaine d'années, c'était entre 4 à 5 ans, aujourd'hui c'est 3 ans, pour des raisons qui sont notamment liées à l'obsolescence programmée. Ça, c'est une start-up qu'on a rencontrée en Hollande, qui s'appelle Fairphone. Et l'idée, c'est de faire le premier téléphone éco-conçu. Donc il a été designé pour être réparé extrêmement facilement. Généralement, vous cassez votre écran, vous cassez votre micro, vous devez remplacer votre téléphone. Aujourd'hui, je l'ai là, si jamais je casse mon écran, je peux renvoyer à Fairphone l'écran, ils vont le réparer et me renvoyer un écran. Donc potentiellement, la durée de vie de mon téléphone est illimitée et l'impact sur l'environnement, je ne crée plus de D3E, de déchets électroniques, qui ont un impact assez important. L'éco-conception, c'est à l'échelle d'un téléphone, mais ça peut être aussi à l'échelle d'un bâtiment. En Hollande, on a vu le parc 2020. C'est un parc qui accueille 50 entreprises. Et en fait, tous les bâtiments sont conçus comme des Lego. Donc en fait, aujourd'hui, ça peut être le siège de Siemens et demain un hôtel Accor. Donc c'est complètement modulable. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les bâtiments, au lieu d'être vendus, sont loués pour que les constructeurs restent propriétaires de la matière. Donc à la fin d'un cycle de vie de bâtiment, les matériaux vont être récupérés et réutilisés pour faire d'autres bâtiments. Pourquoi c'est intéressant d'un point de vue économique? Parce qu'aujourd'hui, dans ces bâtiments-là, vous avez du cuivre, vous avez des métaux qui ont un prix à un temps T. Dans 5 ans, comme il y en a beaucoup moins, ces prix vont augmenter. Donc en restant propriétaire, il faut voir le bâtiment comme une banque de matériaux. Vous gagnez énormément d'argent. Peut-être un deuxième exemple. Tu parlais juste avant, tu parlais de tri et tu parlais de 10 catégories. Ça, c'est un village qu'on a vu au Japon, qui est sur une île qui s'appelle Kamikatsu. Et en fait, ce village a voulu passer au Japon, comment on traite les déchets, on les incinère, on fait de la valorisation énergétique. Par l'émission de carbone, je ne sais plus, c'est de la valorisation énergétique, donc pour produire de l'énergie, ça produit énormément de carbone, donc c'est peut-être pas la situation optimale. En 2003, on va dire tous les 5 ans, les